Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ensemble aujourd'hui pour un petit voyage entre Paris et Bordeaux à bord d'une voiture électrique, à savoir la Renault Mégane E-Tech. Pour ce long trajet, on a pris la version la plus vendue de la Mégane, à savoir la version 220 chevaux avec la grosse batterie de 60 kWh. En autonomie, elle est donnée pour à peu près 450 km en cycle WLTP, mais pendant nos essais, on a vu que sur autoroute, la Mégane c'était plutôt 250 km d'autonomie, pas plus. Aujourd'hui, on a 580 km à faire, ça veut dire qu'il va falloir s'arrêter à peu près 2 fois, voire 3 fois en fonction des recharges. On va vous expliquer ça tout de suite. Alors quand on part comme ça pour un long trajet en voiture électrique, c'est toujours un petit peu angoissant, on ne sait pas où sont les bornes, on ne sait pas si elles fonctionnent et honnêtement les systèmes GPS des constructeurs c'est pas toujours ça, c'est pas toujours très fiable, c'est pas toujours très à jour. Mais là dans cette Mégane on a un système Google qui est le même que celui qui est monté sur les Tesla, qui fait la référence en termes de planificateur d'autonomie. Donc on nous promet un système plus fiable et beaucoup plus dynamique. Donc on va tout de suite essayer de rentrer notre destination. Donc on va à Bordeaux, on a tout de suite mis la destination de ce soir. Alors là, on nous annonce 5h40 de trajet, 578 km depuis Paris, mais ça c'est sans les recharges. Donc ensuite, on va appuyer sur arrêt pour recharge. Et alors là, c'est un petit peu curieux. En fait, on avait testé hier, ils ne nous mettaient pas du tout les mêmes arrêts aux bornes de recharge. Là, on a un premier arrêt à une borne Tesla. On a un deuxième arrêt dans une borne, mais qui n'est pas de très haute puissance. Ça veut dire qu'il nous annonce 8h47 de trajet, donc plus de 2h30 d'arrêt recharge. Ça nous paraît beaucoup. Je pense que, voilà, je sais pas, il y a un petit problème ce matin. On va commencer à prendre la route. On va voir s'il recalcule. On espère que oui. Et puis, on va voir si ce fameux planificateur fonctionne ou pas. Alors, premier petit point d'étape, 1 heure après le départ, on roule sur l'autoroute A10, on est calé à 130 km/h au GPS. Et alors, on n'a plus le petit problème qu'on avait au début sur un planificateur de trajet qui nous donnait des arrêts assez étranges. Là, il a tout recalculé, peu de temps après qu'on soit parti. Donc là, il nous donne 3 arrêts recharge à faire d'un petit peu moins de 30 minutes. Ça paraît un petit peu plus logique. Et là, donc le prochain, il nous dit qu'on va arriver avec 20% de batterie, qu'on va devoir s'arrêter pendant 19 minutes pour pouvoir rejoindre le deuxième point de recharge. Alors on verra si, une fois arrivé à la borne, c'est effectivement le niveau de charge auquel on est. Et voilà, alors on arrive à notre premier arrêt, on a fait 170 km exactement depuis Paris. On arrive donc avec 26% de batterie restante. Le planificateur avait prédit qu'on arriverait avec 19%. Il faut dire que les conditions ont été favorables là sur l'allée. D'abord parce qu'on a eu une longue zone de travaux à 90 km/h, donc on a moins consommé. Et aujourd'hui, alors certes il fait froid, il fait que 3 degrés, mais on a un vent de dos et ça, sur une électrique, c'est vraiment sensible, ça peut vraiment influer sur la consommation. Bon, du coup, là, ça nous a été favorable. Par contre, il faut s'imaginer que si on avait été dans le sens inverse, ça aurait été l'inverse, on serait arrivé avec moins d'autonomie que ce qui nous annonçait. Donc, il faut toujours un petit peu surveiller la météo avant de partir. Pour ce premier arrêt, on se branche sur une borne du réseau Ionity qui délivre en théorie jusqu'à 350 kW de puissance sur les voitures compatibles. C'est pas le cas de notre Mégane qui accepte que jusqu'à 130 kW de puissance et encore en début de charge, parce que comme toutes les voitures électriques, en fait le pic de puissance se fait au début de charge, par exemple à partir de 10-15% de niveau de batterie, et ça va chuter progressivement au fil de la charge. Et on va d'abord brancher la voiture et ensuite on va rentrer à l'intérieur pour voir comment ça se traduit en durée de recharge. Donc là, la charge est en cours, on est à 47% sur la jauge de batterie. La voiture nous annonce 19 minutes pour atteindre 80% de niveau de charge et 48 minutes pour rejoindre 100%. Ça veut bien dire que la puissance de charge décline au fur et à mesure de la charge. Et c'est justement pour cette raison que le planificateur d'autonomie conseille plusieurs arrêts courts plutôt qu'un seul arrêt long.
Alors c'est reparti pour la deuxième étape. Donc lors de notre arrêt à la station Ionity, on est resté branché 20 minutes, ce qui nous a permis de passer de 26 à 60% de jauge de batterie. Le planificateur d'itinéraire, lui, nous conseillait de nous arrêter à 42%. Bon, finalement, le temps d'aller acheter un sandwich, faire quelques photos, on est resté un petit peu plus longtemps. Donc là, on a un nouveau plan de trajet. Le prochain arrêt, ce sera dans 1h20 à peu près, et on s'arrêtera a priori à une station Tesla qui est bien sûr ouverte aux autres véhicules, aux non Tesla, et donc ça nous permettra de voir un peu les différences entre les bornes Ionity et les bornes Tesla. Alors comme vous pouvez le voir, on vient de quitter l'autoroute, c'est pas qu'on en avait marre de la 10, c'est simplement que le GPS nous a guidés vers une station de recharge Tesla, qui sont pour la plupart implantées en dehors de l'autoroute, comme ici dans une zone industrielle. Alors c'est un peu moins sympa quand on doit attendre pour la recharge parce que il n'y a pas de sanitaire, il n'y a rien pour aller prendre un café. Heureusement, on n'a pas besoin de s'arrêter trop longtemps. Là, le planificateur nous indique qu'il faut recharger jusqu'à 55%. On est à 14%, donc on va se brancher, puis on va voir le temps qu'il nous indique jusqu'à la recharge, jusqu'à 55%. Alors chez Tesla, c'est différent de la station précédente, chez Ionity. On n'a pas de borne avec un écran, avec un badge, avec un QR code, non. Il faut absolument passer par une application, vu qu'on n'a pas de Tesla. C'est l'application Tesla, donc c'est par là qu'on démarre la recharge. Tout est géré par là. Mais ça, il y a tellement de choses à vous dire sur les différentes cartes de recharge, les applications, etc., qu'on vous fera une vidéo dédiée pour vous expliquer tout ça. Finalement, on ne va pas s'éterniser ici. C'est la troisième borne qu'on essaye. La charge ne démarre pas. Ça fait partie des aléas de la vie en électrique. Donc, on va retourner sur le GPS pour essayer de trouver une borne rapide dans le coin. J'espère qu'il y en a. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc là, on ne va pas simplement chercher une borne de charge dans le coin. On va essayer de relancer notre itinéraire parce qu'on n'a pas envie de faire trop de détours. Alors, il nous réindique la station Tesla Supercharger, ce qui est logique. Donc quand c'est comme ça, quand on veut remplacer une destination, on fait l'aperçu d'itinéraire, on clique sur la station qui nous indique et on fait remplacer. Et là, on regarde les alternatives qu'il nous propose. Alors, il nous propose une Ionity, mais il fait un détour de 25 minutes, donc c'est non. Il nous propose une autre Ionity sur une aire d'autoroute, c'est 2 minutes plus long, c'est une aire vers Poitiers. On espère qu'on va y arriver. Et donc là, il nous indique qu'on va y arriver dans 23 km, mais qu'on n'aura plus que 3% de batterie, puisque là, on est à 14%. Donc, on va essayer d'y arriver. J'espère que ça va marcher. Bon, je suis pas mécontent de vous dire qu'on est quand même arrivé à la borne Ionity. C'était vraiment limite, on n'a plus que 4% de batterie. On a eu de la chance quand même parce que quand ça vous arrive de tomber comme ça sur des bornes défectueuses, s'il n'y a pas d'autres bornes rapides dans le rayon, ça peut vraiment vous plomber le temps de trajet. Alors là, pour faire un petit bilan, on a fait 320 km. On va donc attaquer la deuxième recharge. Le GPS nous indique qu'il faut recharger jusqu'à 51% de batterie pour pouvoir arriver à la troisième et dernière recharge à 11% de batterie. Bon, vu ce qui vient de nous arriver, je pense qu'on va prendre un petit peu de marge, on va charger jusqu'à 60% environ, et puis on va continuer notre petit périple. Alors on vient de faire pile 400 km sur notre trajet Paris-Bordeaux et c'est déjà le troisième arrêt recharge. Alors heureusement ça va être le dernier. Par contre pour pouvoir atteindre notre destination qui est à
un peu moins de 200 km, ça va être l'arrêt le plus long puisque le planificateur nous indique qu'il faut recharger jusqu'à 91%. Alors on ne va pas aller jusqu'à ce seuil puisqu'il nous dit que l'arrivée à notre hôtel à Bordeaux, on aura encore 18% d'autonomie. On n'a pas besoin d'avoir autant de jauge de batterie puisqu'on a une recharge qui nous attend à l'hôtel. Donc on va aller jusqu'à 80%, on va voir combien de temps il nous donne pour arriver à ce niveau. Alors, 32 minutes sont passées exactement. On vient de passer de 24% de batterie à 80%. Ça va nous permettre de rejoindre Bordeaux en arrivant avec un petit peu moins de 10% d'énergie. Je pense que la stratégie a été la bonne. Certes, on a fait 3 arrêts sur le trajet, mais on ne s'est jamais arrêté plus de 32 minutes. Le premier arrêt était de 18 minutes, le deuxième de 22 minutes. Ce qui fait que sur la totalité, on s'est arrêté à peu près 1h15 pour recharger. Alors que si on avait voulu se charger à fond, jusqu'à 100% sur 2 arrêts, on se serait arrêté quasiment 2 heures, puisque là, quand on est arrivé à 25%, il nous réclamait plus d'1 heure pour arriver à 100%. Ça veut dire que la stratégie du planificateur, elle était plutôt bonne. Par contre, on s'est quand même arrêté 1h15 pour recharger, donc on va forcément mettre plus de temps qu'avec une voiture thermique. On arrive bientôt à la fin de notre périple. Alors c'est vrai que pendant le trajet, on a beaucoup parlé de consommation, on a beaucoup parlé de temps de recharge, d'arrêt aux bornes. On a assez peu parlé de la Mégane. Là, après 560 km à son volant, on a eu plutôt une bonne expérience. La voiture est hyper agréable, elle est confortable, que ce soit au niveau des sièges, des assises ou de la suspension. Le répondant là, dans cette version 220 chevaux, c'est aussi assez agréable, que ce soit pour les relances en sortie de péage ou pour s'insérer, c'est amplement suffisant. S'il y avait un petit reproche à faire, ça viendrait plutôt des bruits aérodynamiques. Au-delà de 110, 120, on a pas mal de bruit d'air. C'est dommage, ça gâche un peu l'expérience électrique qui est censée être assez silencieuse. Donc c'est vrai que c'est le cas en ville. Mais là, sur autoroute, on a finalement un niveau sonore assez proche d'une voiture thermique. Côté consommation, alors là, après les 560 km, on est à 21,8 kWh au 100. C'est un petit peu moins que ce qu'on avait relevé sur notre parcours test autoroutier. On était un peu plus de 24. Ça s'explique assez facilement par les conditions météo. Alors certes, la température n'a pas dépassé 7 degrés aujourd'hui. Par contre, on avait un fort vent de dos. Et ça, c'est vraiment sensible sur une électrique, le sens du vent. Donc là, ça a été plutôt favorable aujourd'hui. Donc on se retrouve très bientôt. On va aller brancher la voiture pour le retour demain matin qui s'effectuera uniquement par les routes. Ça nous permettra de jauger le planificateur de trajet sur les petites routes où il y a sûrement moins de bornes de charge rapide. Et voilà, ça va être la dernière fois qu'on charge cette Mégane pour la journée. Ça va être un petit peu différent par rapport aux autres charges puisque là on va la laisser toute la soirée. On va la charger jusqu'à 100% pour être prêt pour le voyage demain. On a de la chance, dans notre hébergement, on a trouvé une borne qui délivre 22 kW, qui est la puissance que la Mégane accepte quand elle a l'option Optimum Charge. Ça veut dire que là, on est à peu près à 15% de batterie. Pour retrouver 100%, il va falloir 2h40 maximum pour aller jusqu'à 100%. Donc on va même pas être obligé de la laisser toute la nuit, on va pouvoir juste la laisser pour la soirée. Donc nous maintenant on va aller se reposer et puis on vous dit à demain pour la deuxième partie de ce test. Alors rebonjour, on est reparti pour le deuxième jour de notre test, uniquement par les routes pour rejoindre Paris. Alors là, comme hier au départ, le planificateur de trajet a dû passer une mauvaise nuit parce qu'il nous annonce un temps hallucinant de trajet. Alors le petit exemple, c'est que on met la destination de Paris, donc il nous annonce 7h27 et 578 km pour le rejoindre sans arrêt recharge. Et quand on demande le trajet avec les arrêts recharge, on passe à 11h42 et 650 km. Donc clairement, on ne va pas s'en contenter. Donc on va commencer à prendre la route comme hier et puis il devrait nous recalculer, j'imagine, un itinéraire un petit peu plus logique.
Allez, premier petit point d'étape, on roule sur la Nationale 10 entre Bordeaux et Angoulême, puisqu'on rappelle que pour ce retour, on prend uniquement des routes sans péage. Et honnêtement, on était à deux doigts d'abandonner le planificateur de la Mégane pour passer sur des applications tierces, type ChargeMap ou ABRP, dont on vous reparlera un petit peu plus tard. Finalement, le système Google a dû sentir la menace. Il a fini par recalculer un itinéraire moins long que les 11h40 qu'il nous annonçait au départ. Il a quand même fallu rouler pendant 50 km pour qu'il fasse ce recalcul. Donc là, maintenant, il nous annonce plus que 2 arrêts recharge. Ça va être 2 arrêts recharge à des superchargeurs Tesla. Alors hier, on a eu un petit problème sur les superchargeurs, donc on n'est pas complètement serein. Mais en tout cas, en temps de trajet, sur le papier, ça va être mieux. Bon, et bien c'est encore perdu puisque la borne Tesla refuse de démarrer. On a le même problème qu'hier, enfin c'est pas exactement le même problème. Là, il nous dit que la borne est occupée sur l'application. Heureusement, on avait un peu anticipé le souci, donc on sait qu'il y a une borne Ionity qui est pas très loin. Par contre, ça va nous faire prendre l'autoroute, chose qu'on ne voulait pas faire. Mais bon, il faut bien improviser, il faut bien qu'on recharge, donc on va y aller. Bon, finalement, le système Google Maps nous a trouvé une autre borne à 500 mètres du chargeur Tesla. Donc on va se rebrancher, c'est une borne rapide. Finalement, on ne va pas trop perdre de temps normalement. Alors, on est branché. Donc là, en théorie, on devrait rester 21 minutes pour aller jusqu'à la station suivante qui est à nouveau une Tesla. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop envie de se réarrêter une troisième fois sur une Tesla qui serait défectueuse. On va plutôt se fier à ce qu'il nous dit ici, c'est-à-dire que là, dans 42 minutes, on sera à 80% de batterie. Du coup, on est dans une zone industrielle, il y a quelques petits restos, on va en profiter pour déjeuner. Et puis on va voir quand on reviendra avec une batterie entre 80 et 100%, il y aura peut-être un autre plan qui nous fera éviter cette station Tesla. Voilà, à tout à l'heure. Alors, fin de cette première recharge. Comme on s'est arrêté déjeuner, on s'est arrêté pendant 50 minutes. On est remonté du coup à 88% de batterie. Et alors, on n'a pas fait exprès, mais il se trouve que là, quand on met notre destination à Paris, le planificateur nous dit qu'on arrive pile à 0% de batterie. Ça veut dire que sur le papier, on pourra arriver sans refaire d'arrêt. Je pense que ça va être un peu limite, on a 350 km à faire. En plus, on a le vent de face là au retour, donc je pense que ça va pas passer. Donc on va prendre la route comme il nous le dit, c'est-à-dire sans recharge, et on verra ce qu'il nous dit au fil de la route. Bon, finalement, on avait espéré rejoindre Paris sans faire de recharge. Finalement, quand on voit l'évolution de l'autonomie, on se rend compte qu'on ne va pas du tout y arriver. Bon, c'est un petit peu bizarre de le présenter comme ça, mais là, à l'heure actuelle, il nous dit qu'on arrivera à notre destination avec moins 13% de batterie. Bon, en d'autres termes, il aurait fallu qu'on recharge 13% de plus pour pouvoir arriver à destination. Du coup, on va relancer la destination, cette fois en cherchant des arrêts pour recharge. Et là, le planificateur, il ne me paraît pas hyper pertinent parce qu'il nous propose en première position une station Lidl qui nous fait un petit détour de 3 minutes mais qui est hors service. La deuxième, ça nous fait quand même un détour de 11 minutes. Et la troisième, c'est une Total Energy qui est une borne très rapide mais qui nous fait un détour de 25 minutes.
Du coup, si on choisit le deuxième point de recharge, donc on va faire un détour de 11 minutes. Il nous dit qu'il va falloir s'arrêter 37 minutes pour arriver à notre destination avec 31% de batterie. En fait, arriver avec 31% de batterie, on s'en fiche. On pourra arriver avec 5%, 2% de batterie puisqu'on a un point de charge à l'arrivée. Ça, c'est un petit peu l'autre problème de ce planificateur, c'est qu'on ne peut pas régler, on ne peut pas choisir le niveau de charge qu'on souhaite à l'arrivée. Alors, dernier arrêt recharge, on s'est finalement rabattu sur une borne en 22 kW, donc beaucoup moins rapide que toutes les bornes sur lesquelles on s'est branché jusqu'à maintenant, mais dans le coin, il n'y avait pas le choix. C'est une borne du réseau Lidl, alors qui n'a pas reconnu notre badge ChargeMap. Donc quand c'est comme ça, on a dû scanner le QR code avec nos smartphones, aller sur le site de l'opérateur, rentrer toutes nos informations de carte bleue, les faire valider par notre banque sur l'application bancaire, puisque comme 99% des bornes, je pense, les bornes ne prennent pas directement la carte bleue, on ne peut pas payer en carte bleue. Maintenant, on va rentrer au chaud dans la voiture pour faire des petits calculs, pour essayer d'optimiser le temps de recharge, parce que cette borne n'est pas très rapide, on n'a pas envie de rester des heures ici, donc on va sortir la calculette. Donc comme on a vu qu'on ne pouvait pas faire 100% confiance à notre planificateur de trajet aujourd'hui, on a le vent de face, la consommation est supérieure à celle qu'il estime. Donc on va sortir notre petite calculette et on va essayer de calculer combien il nous faut d'attente ou de niveau de batterie pour pouvoir rejoindre notre destination. Donc là, depuis qu'on est parti, notre consommation elle est de 19 kWh au 100 km. On va arrondir à 20 pour prendre un petit peu de marge et il nous reste 140 km à faire. Donc on va multiplier 20 kWh au 100 par 1,4. Voilà, il nous faut 28 kWh pour rejoindre normalement notre destination. Notre version de Mégane a une batterie qui fait 60 kWh. Là, il nous faut 28 kWh. Ça veut dire qu'il nous faut à peu près 50% de charge de batterie en prenant une petite marge. Là, on est à 29%. Et bien, il n'y a plus qu'à regarder la jauge pour savoir quand on arrive à 50 et repartir. Alors finalement, on n'a pas rechargé jusqu'à 50% parce qu'on a eu la flemme d'attendre. On s'est encore une fois fié au planificateur d'autonomie qui nous dit que on va arriver à destination, qui est dans 102 km maintenant, avec 5% de batterie. Je pense qu'on a eu tort de lui faire confiance une deuxième fois puisque l'ordinateur de bord de la Mégane lui-même dit que l'autonomie restante est de 94 km alors que notre destination est à 102 km. Ça veut dire que l'ordinateur de bord de la voiture et le système Google déjà ne communiquent pas entre eux. Et voilà, nous voilà arrivés à Paris pour la fin de notre périple. Alors on aura mis en tout 9 heures entre Bordeaux et Paris, donc quasiment 1h45 rien que de charge. On aura fait 3 charges au total. Alors ça aurait pu mieux se passer, ça aurait pu être plus court, notamment si le planificateur ne nous avait pas fait miroiter après la première recharge qu'on pourrait rallier Paris sans recharger à nouveau. Donc ça nous a fait perdre un peu de temps. Quoi qu'il en soit, on va rassembler tous les chiffres, on va aussi analyser tous les coûts en reprenant toutes les factures qu'on a reçues par mail après chaque recharge et on se retrouve tout de suite pour la conclusion.
Ça y est, c'est l'heure du bilan de notre voyage de 1200 km en Mégane électrique. Et ce bilan, eh bien, il est en demi-teinte. Alors côté pile, on a vu qu'on pouvait tout à fait envisager des longs trajets en Mégane électrique, puisque à l'arrivée, ça ne demande pas beaucoup plus de temps qu'une voiture thermique, notamment lors du trajet retour en passant par les routes. L'autre bonne surprise, c'est que ça coûte pas beaucoup plus cher qu'une voiture thermique, même en ravitaillant sur les bornes rapides. Alors à l'aller par autoroute, on a eu pour 90 € de recharge au total. Ça équivaut en fait au budget carburant d'une compacte à essence si on paie le samplon à 1,80 € le litre. Au retour par les routes, les recharges nous ont coûté 51 € exactement, quand une voiture thermique aurait réclamé près de 70 € de carburant sur ce même parcours. Après, on a été un petit peu moins enthousiasmé par le planificateur de trajet Google. Alors certes, il est très facile à utiliser puisqu'il est complètement intégré à la navigation de la voiture. Par contre, il n'est pas complètement exempt de défauts. Le premier, c'est que lors de nos 2 départs matinaux, il nous a indiqué des temps de trajet interminables. Il lui a fallu plus de 40 km pour nous proposer un nouveau calcul optimisé. Le deuxième, c'est qu'il ne tient pas assez compte des conditions extérieures pour ses prévisions de niveau de batterie à l'arrivée, notamment au retour. Avec le vent de face, il a complètement sous-estimé notre consommation, ce qui nous a mis dans une situation un petit peu compliquée en fin de trajet, avec un arrêt obligatoire à une borne de petit débit. Ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Le troisième, c'est qu'il manque de flexibilité. On ne peut pas programmer un arrêt plus long pour, par exemple, faire coïncider la recharge avec une pause déjeuner. On ne peut pas non plus définir un niveau de charge à destination. Là, il nous fait en moyenne arriver avec 30% de charge, alors que si on a de quoi se brancher à l'arrivée, en fait, on pourrait terminer avec une batterie quasiment à plat. Ça pourrait permettre d'optimiser le temps d'attente à la dernière borne. Alors tout ça, ce sont en fait les planificateurs de trajets tierces qu'ils proposent. On peut parler de l'application ChargeMap, qui est très simple à utiliser, un petit peu optimiste parfois sur les consommations ou sur les temps de recharge. Il faudra en tenir compte quand on prépare son trajet. On peut surtout évoquer Better Route Planner, ABRP pour les intimes. Cette application, elle est un petit peu moins intuitive de prime abord, mais son gros avantage, c'est qu'on peut absolument tout renseigner, comme la température extérieure, le nombre de passagers à bord, la vitesse du vent, le niveau de charge au départ ou à l'arrivée. Bref, on peut vraiment affiner notre itinéraire, notamment dans une version payante à 4,99 € par mois. C'est celle qui offre le plus d'options, mais la version de base, il y a déjà de quoi faire. D'une manière générale, sachez que si vous n'êtes pas prêt à préparer un minimum votre itinéraire sur les applications avant un long trajet, si vous n'êtes pas prêt à garder votre smartphone en main pour tantôt recouper les infos du planificateur Google, tantôt pour installer des applis pour pouvoir recharger sur certaines bornes, chez Tesla par exemple, tantôt pour régler votre charge sur le site du fournisseur d'énergie, en rentrant votre numéro de carte bancaire. Bref, si vous n'êtes pas prêt à tout ça, n'achetez pas de voiture électrique. Ou en tout cas, pas pour envisager des longs trajets, parce que en partant la fleur au fusil, vous allez forcément rencontrer des galères. Maintenant, c'est pas insurmontable, ça peut même en amuser certains de préparer son itinéraire avant de partir. Tout le monde peut s'en sortir, et puis tout ça, ça va forcément évoluer, que ce soit la densité du réseau de charge, la possibilité de payer directement par carte bancaire sur les bornes, l'efficacité du planificateur Google Maps, tout ça, ça va progresser, c'est certain. On pourra d'ailleurs retenter le même exercice dans 1 an ou 2 pour voir où on en est et comment ça a évolué. En attendant, je vous dis à très vite, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas à commenter sur nos différents réseaux sociaux ou même à partager vos expériences de long trajet en électrique. Allez, salut!